Evdokia, lorsque vous parlez Oui, du début de la guerre, le 25, le 24 février, vous avez dit, à partir de oui. là, vous avez constaté une obstruction finalement à la liberté de la presse en Russie. Mais bien avant, est-ce on pouvait Mhm. parler d'une liberté de la presse effective en Russie avant la guerre? C'est mhm. Donc après les chutes de l'Union soviétique à 90, on a eu les 10 ans de liberté d'expression totale, mais avec les gouvernances de Monsieur Poutine, c'est commencé à être plus et plus dur année par année. Et les dernières années, c'est devenu très dur, mais on a réussi à sortir quand même. Alors, ça me fait penser à l'interview qu'a réalisé Tucker Carlson à Poutine, où vous avez suivi cette information, comment l'Union européenne a tenté d'empêcher la réalisation de cette interview. Et on comprend bien que finalement, la liberté de la presse à tous les niveaux, même dans les pays dits démocratiques, pose un certain nombre de problèmes. Mais par rapport à tout ce vécu, comment appréciez-vous désormais la liberté de la presse? Alors, pour moi, c'est un grand principe que la France en particulier aime même mettre en avant, la liberté d'expression, et puis les droits de l'homme, etc. Mais dans les faits, c'est même plus compliqué que ça. Et la liberté de la presse est clairement menacée en France. Elle est sans arrêt en tension, en fait. Ça se fait toujours de manière détournée. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter les journalistes et les mettre en prison. On va les bloquer, par exemple en leur mettant des procès, je pense en particulier aux journalistes qui travaillent sur des questions environnementales. Ils vont se prendre des procès de firmes agroalimentaires, par exemple. C'est une manière, oui, d'empêcher les gens de travailler. C'était les grandes surprises que en France, il y a de certains sujets que tu peux pas aborder, tu peux pas dire. J'ai eu aussi l'expérience avec euh, les journaux, je pense que c'était l'Express. Je l'ai proposé de publier mon article sur la guerre en Syrie. C'était en 2017. Et j'ai fait puisque j'étais en Syrie, j'ai filmé mon documentaire là-bas et donc j'ai ramené les matériels incroyables, très rares, les documents d'époque, les documents de notre temps. Et donc, je l'ai proposé de publier mon interview avec les soldats syriens Sample. Sam, les journaux, les rédacteurs en chef, elle s'appelait Kasparian. Oui, je me souviens son nom de famille. Il m'a dit non, on peut pas les. Votre texte est très bien, mais on peut pas les publier. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre TLR TV. Bienvenue dans ce numéro Droit de savoir qui portera sur la liberté de la presse en souffrance. Une liberté qui connaît de plus en plus des restrictions depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui finalement a plongé le monde entier dans une guerre hybride combinant les opérations de guerre conventionnelle, de guerre asymétrique, cyberguerre et d'autres outils tels que la désinformation. Devrait-on rappeler aussi que la première victime d'une guerre, c'est la vérité? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux journalistes, Evdokia Mostvina. Bonjour, Evdokia. Bonjour, chers collègues. Merci, vous êtes journaliste russe, réalisatrice de films. Et Sébastien Senepar. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Christian. Merci, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste en géopolitique et traducteur. En tout cas, très heureux de vous recevoir tous les deux sur le plateau R7. Alors, vous le savez, comme tout le monde ou presque, la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et sur la liberté d'expression. Malheureusement, depuis un moment ou peut-être depuis la nuit des temps, qui sait qu'on découvre l'ampleur de la situation avec
la venue des réseaux sociaux que certains sujets sensibles ne peuvent toujours pas faire l'objet d'un traitement objectif ou impartial par la presse sans que les journalistes en subissent des pressions ou des sanctions. Alors, pour mieux comprendre les choses, je vais m'adresser donc à Evdokia, si possible, de nous partager son expérience sur la liberté de la presse. Que représentait pour vous la liberté de la presse jusqu'au moment où vous vous rendiez compte que la liberté de la presse n'était pas effective? Mhm. Je dois dire que la guerre entre Russie et Ukraine, c'est une guerre spéciale parce que le monde jamais connu les guerres tellement bien couvrées par les médias sociaux. C'est-à-dire que beaucoup d'informations sont sorties et sorties très vite et oh, personne peut les contrôler. Je peux dire que ça influe beaucoup les libertés d'expression en Russie précisément. Je peux dire avec mon expérience que j'ai vécu que le lendemain du début de ce conflit, 24 février 22, c'est commencé les répressions énormes qu'on n'a jamais connues depuis l'époque de Staline. Pendant une semaine, presque tous les médias un petit peu indépendants qui pu dire choses alternatives aux euh, informations qui donnent par les chaînes principales de la Russie, qui sont supportées financièrement tous par les gouvernements. C'est ça que le système marche en Russie. Donc, tous les médias sont été fermés pendant une semaine et des mille de mes collègues, des journalistes, sont sortis courus avec les petites valises. Ils sont sortis en Géorgie, en Turquie, puisque c'était les pays où on n'a pas besoin de les visas pour entrer. Et moi aussi, j'étais à Moscou et j'ai sorti le 24 février 22 puisque je savais déjà que je suis dans les listes de risques personnels à cause de mes travail que j'ai fait avant la guerre. Mais avant la guerre, c'était possible de dire toujours. Mais presque pendant une journée, les situations changeaient dramatiquement. Même par exemple pour les mots guerre, on n'a pas le droit d'utiliser les mots guerre, même dans les médias sociaux, même dans les commentaires dans les médias sociaux, on peut pas utiliser les mots guerre, on doit utiliser l'opération spéciale militaire. Pour les mots guerre, on risque d'être en prison pour 7 ans. Et c'est pas juste les risques, il y a beaucoup de gens qui sont toujours utilisé les mots guerre pour nommer les choses comme il faut et ils sont déjà en prison. Je veux dire que les médias d'expression en Russie jamais souffraient tellement de censure. Et c'est pas juste les censures, c'est vraiment, comment dire, même, et c'est en plus pas juste les médias. Il y a aussi les censures dans les théâtres, dans le cinéma. Et maintenant, c'est commencé qu'il y a les gens spéciaux qui travaillent avec le gouvernement. Ils viennent au spectacle pour les répétitions générales avant les premières. Et il regarde si le spectacle est bon, s'il ne critique pas le gouvernement, les situations actuelles au pays. Euh, Oui, mais pardon, Evdokia, lorsque vous parlez oui, du début de la guerre, le 24 février, vous avez dit, à partir oui. de là, vous avez constaté une obstruction finalement à la liberté de la presse en Russie. Mais bien avant, est-ce on pouvait Mhm. parler d'une liberté de la presse effective en Russie avant la guerre? C'est Mhm. Donc, après les chutes de l'Union soviétique à 90, on a eu les 10 ans de liberté d'expression totale. Mais avec les gouvernances de M. Poutine, c'est commencé à être plus et plus dur, année par année.
Et les dernières années, c'est devenu très dur, mais on a réussi à sortir quand même. On a fait qu'est-ce qu'on a voulu et même, je peux dire que j'ai pu toujours trouver les plateformes, les médias où je peux être publié ou faire les reportages avec. Donc, je veux dire qu'on a eu toujours les chemins pour sortir, pour dire les choses même contre les gouvernements. Mais c'est vrai que à partir de 2021, c'est-à-dire une année avant la guerre, la situation était devenue déjà beaucoup plus dure. On n'a pas, c'était pas clair pour nous pourquoi, mais on a senti que les censures, les répressions commencent. Et donc, c'est-à-dire comme le gouvernement commençait à vider les médias et les secteurs des défendeurs des droits de l'homme. Et beaucoup de journalistes sont sortis à 21, puisque par exemple les journalistes c'était mon rédacteur en chef dans un des journaux où je travaillais avec, c'est un journal opposant, il s'appelle The Insider. Donc, elle était risquée avec les causes criminelles, condamnée pour les criminels. C'était en juillet 21. Et elle est réussi à sortir, mais elle était évacuée par les institutions européennes qui supportent les journalistes. Et elle était évacuée secrètement. Euh, donc, heureusement, il est maintenant, comment on dit, en Europe, donc il peut continuer à travailler, mais s'il est resté, il sera en prison, c'est sûr. Euh, donc, Alors, si j'ai bien compris, avant, vous avez quand même joui d'une certaine liberté de la presse jusqu'à oui, pratiquement 2021, vous l'avez dit tout à l'heure, où les choses ont oui, commencé et probablement qu'on peut penser que là, déjà, le gouvernement russe savait où ce qu'il était en oui, train d'aller. oui, La guerre se préparait déjà et comme oui, vous oui, l'avez rappelé, que absolument. la vérité, c'est la première victime de la guerre et donc on sait comme ça, on essaie Oui, oui, d'avoir oui. un avis sur la presse. Oui, absolument. Et une autre cause qui peut être intéressante pour vous, pour vos spectateurs, c'est l'histoire de tuer des trois journalistes. Un était les réalisateurs de commentaires en Afrique centrale en juin 2018. Elles sont venues pour faire les reportages, les films sur les Wagner, l'armée privée de Yevgeny Prigozhin. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passait avec eux, mais le fait est qu'ils sont venus pour faire les reportages sur l'armée de Yevgeny Prigozhin, qui est trop affiliée et financièrement supportée presque 100% par le gouvernement russe. Et il était tué les lendemains quand ils sont arrivés à Afrique centrale. Euh, et c'était tellement tragique. Euh, et Alors donc, c'est, le gouvernement russe est arrivé finalement jusqu'à, bon, vous le dites, assassiner des journalistes. On va revenir sur cette information tout à oui. l'heure à vous. Alors, Sébastien Sénépard, est-ce que vous aussi vous vivez les mêmes pressions qui vous empêchent finalement d'exercer votre métier de journaliste en toute liberté, ou bien ça dépend aussi de la nature des informations que vous traitez? Alors moi, donc, j'ai abordé cette activité sous l'angle de la recherche universitaire. Au départ, donc, j'étais étudiant de master, j'effectuais des terrains de recherche donc, dans des pays dans des situations de conflit armé, hein, donc Afghanistan, Pakistan, des pays où j'ai été amené à faire du terrain, mais de manière totalement transparente. Hein. Donc, je partais pour faire des mémoires de recherche universitaire sur les conflits locaux, donc dans ces pays tourmentés. Donc j'y allais un petit peu de manière, je suis allé de manière un petit peu naïve en me disant que voilà, faire du terrain de manière totalement libre,
produire des connaissances. C'est mon objectif principal, hein, produire des connaissances et avoir une compréhension plus fine de ces conflits. Voilà, donc j'ai fait des terrains à chaque fois de un mois et demi. Or, c'est lors de mon retour en France, je me suis rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué que ce que je pensais au départ, hein, avec mon esprit aventureux de jeune chercheur. Donc, à mon retour de terrain, j'ai très vite été contacté par les services de renseignement français, voilà, c'est un service de sécurité à l'époque, ça s'appelait la DCRI, donc ça a été renommé depuis DGSI, ça a été réorganisé, comme c'est le cas de manière hier. Donc voilà, on a me posé des questions, je n'ai pas vraiment su exactement de quoi on me soupçonnait. Peut-être qu'on me soupçonnait d'avoir des accointances pour voilà, certains réseaux djihadistes. Je sais pas vraiment ce qu'on m'a reproché. Mais bon voilà, ça s'en est resté là. Or, c'est par la suite, en fait, en repartant en voyage, en repartant sur le terrain, que j'ai vraiment eu, là, cette fois-ci, j'ai vraiment eu des problèmes. À chaque fois que je voyageais, on me mettait sur le côté, on vérifiait mes documents, etc. Et donc, j'ai compris de fil en aiguille, en faisant des recoupements, que j'avais été mis donc sur des listes noires, hein, des fichiers, dans ce qu'on appelle le fichier des voyageurs Schengen. Donc c'est un fichier lorsque vous êtes fiché donc dans ce fichier là de surveillance, tous vos voyages sont surveillés, vos déplacements sont surveillés. Vous êtes restreint pour aller dans certaines régions du monde. Par exemple, aux États-Unis, j'avais fait le test de demander de faire une demande de visa. Enfin, il y avait une demande d'autorisation de visa électronique, mais ça m'avait été refusé. Lui disant que j'avais pas le droit à ce procédé, que je devais passer directement par le département d'État. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Et donc voilà, donc j'ai compris que j'ai été fiché, hein, sans comprendre. Alors, donc, Sébastien, vous êtes en train, Et, pardon, Sébastien, vous oui. êtes en train de dire que vous faites un travail de recherche à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la France. Vous avez cité l'Afghanistan et bien d'autres pays, mais curieusement, c'est chez vous, en France, quand vous rentrez, que finalement, on vous fait savoir par des méthodes parfois détournées, vous l'avez expliqué tout à l'heure, que, bon, votre travail devient gênant, c'est cela. Oui, d'une certaine manière, oui, parce que je travaille de manière totalement indépendante. Je travaille sur des conflits, liés à ces pays-là, à l'Afghanistan et au Pakistan, mais sur des sujets sensibles, hein, liés à mouvements indépendantistes. Donc, il y avait également des mentions terrorisme, etc. Dans tous ces sujets. Donc oui, ça m'a été oui, ça m'a été plus ou moins, on m'a plus ou moins reproché également parfois d'être allé de manière totalement indépendante, d'être un petit peu trop libre peut-être. Ça m'avait été dit clairement par certains policiers que j'ai rencontrés. Ils m'avaient dit, on avait eu le peu de me dire si vous, évitez d'aller dans certains pays si vous voulez éviter d'avoir des problèmes. Voilà. Moi, C'est je sais pas carrément, quoi. voilà, c'est carrément une menace alors finalement. Est-ce que vous avez pensé finalement, cela vous est revenu à l'esprit de penser que c'était une manière pour les services de renseignement, comme vous les citez, d'occulter la vérité de ce qui se passe sur le terrain concrètement? Oui, d'une certaine manière, de se protéger, parce que la France, à l'époque, était impliquée en Afghanistan en particulier. Donc oui, c'est une manière voilà, ils craignaient que je fasse certains sujets voilà, de manière indépendante. Ils n'avaient pas la main sur les informations que je produisais. Alors, je n'étais pas rattaché à un grand média, voilà, un grand média qui beaucoup ont des liens organiques avec le pouvoir, hein, je veux dire. Donc oui, d'une certaine manière, une crainte de ça. Et puis, on m'avait ensuite reproché d'avoir été en contact avec certaines personnes infréquentables. Or, ça fait partie du travail. Hein. Si vous êtes de la recherche en géopolitique, de l'analyse politique, c'est normal que vous alliez au contact, voilà, de chaque camp.
sans pour autant qu'il y ait une prise de position. Là, c'est mon cas, il n'y a pas de position de mon côté, mais voilà, on m'a reproché ça. Alors, ça me fait penser à l'interview qu'a réalisé Tucker Carlson à Poutine, hein, où vous avez suivi cette information, comment l'Union européenne a tenté d'empêcher la réalisation de cette interview. Et on comprend bien que finalement, la liberté de la presse à tous les niveaux, même dans les pays dits démocratiques, pose un certain nombre de problèmes. Mais par rapport à tout ce vécu, comment appréciez-vous désormais la liberté de la presse? Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous maintenant? Alors, pour moi, c'est un grand principe que la France en particulier aime même mettre en avant, la liberté d'expression, et puis les droits de l'homme, etc. Mais dans les faits, c'est même plus compliqué que ça. Et la liberté de la presse est clairement menacée en France. Elle est sans arrêt en tension, en fait. Ça se fait toujours de manière détournée. C'est-à-dire qu'on va pas arrêter les journalistes et les mettre en prison. On va les bloquer, par exemple en leur mettant des procès. Je pense en particulier aux journalistes qui travaillent sur des questions environnementales. Ils vont se prendre des procès de firmes agroalimentaires, par exemple. C'est une manière, oui, d'empêcher les gens de travailler. On va leur empêcher d'accéder à certains lieux, parce qu'en fait, le métier de journaliste n'est pas un métier réglementé. N'importe qui, entre guillemets, peut être journaliste. Il y a une carte du journaliste, mais elle n'est pas indispensable pour exercer le métier de journaliste. Or, le pouvoir joue avec ça et voilà, interdit certains lieux, enfin n'interdit pas, en fait, on va dire n'autorise pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. Plus N'autorise pas approfondi. l'accès à ça. C'est pas les cartes. C'est une manière détournée, oui, de choisir les journalistes qui vont un peu dans votre sens. On va dire qu'ils ne vont pas trop contre vous. Alors, Evdokia, lorsque Oui, vous avez suivi Sébastien, est-ce, quelle oui. impression avez-vous de la liberté de la presse dans le monde? Parce que finalement, probablement qu'avant, vous croyiez que cela ne souffrait qu'au niveau de la Russie. Mais là, on est en train de comprendre que Mhm. finalement, même en France, il arrive qu'il y ait des pressions sur les journalistes, des restrictions, une façon de leur dire attention, là-bas n'allez plus parce que bon, le monde, il faut pas exposer à la face du monde ce qui se Mhm. passe là-bas, une façon d'occulter parfois la vérité. Et je l'ai rappelé d'entrée Mhm. de jeu que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Quelle Oui. impression avez-vous finalement de la liberté de la presse à travers le monde? Ah Bon, oui, pour moi, c'était la grande surprise que en France, il y a de certains sujets que tu peux pas aborder, tu peux pas dire. J'ai eu aussi l'expérience avec euh, les journaux, je pense que c'était l'Express. Je l'ai proposé de publier mon article sur la guerre en Syrie. C'était en 2017. Et j'ai fait puisque j'étais en Syrie, j'ai filmé mon documentaire là-bas et donc j'ai ramené les matériels incroyables, très rares, les documents d'époque, les documents de notre temps. Et donc, je l'ai proposé de publier mon interview avec les soldats syriens sample. Euh, avec ces soldats-là, j'ai parlé avec de sa famille, de sa vie, qu'est-ce qu'il mange, comment c'est passé et tout ça. Donc, pour moi, j'ai voulu vraiment, vraiment montrer les portraits d'une civile simple de Syrie. Donc, je n'ai pas du tout abordé les questions de politique ou de Bachar Assad et tout ça. Pour moi, c'était les personnes, l'histoire humaine qui était plus intéressant, mais les journaux, les rédacteurs en chef, elle s'appelait Kasparian, oui, je me souviens son nom de famille, il m'a dit non, on peut pas les votre texte est très bien, mais on peut pas les publier. Et pourquoi? Parce que vous avez pas assez critiqué Bachar Assad. J'ai dit qu'il n'y a pas aucun mot sur les Assad. L'idée d'article, c'est les documents de l'époque, les documents
d'une histoire petite, histoire humaine, d'ensemble humain. Elle dit oui, on comprend bien, mais malheureusement, on ne peut pas publier les articles qui... On sait bien que Bachar Assad, c'est un dictateur. On ne peut pas publier les articles sur les Syrie sans les critiquer. Donc, à mon avis, c'était les choses tellement mélangées et j'ai jamais attendu ça, même en Russie. La personne me dit que on va te publier si tu changes certaines choses, tu vas critiquer certaines choses. Donc, pour moi, c'était un choc énorme. Et Sébastien peut le confirmer puisqu'il était au courant. Je l'ai partagé cette histoire et il m'a aidé en tant que journaliste français pour corriger ces textes et tout ça. Donc, cet article toujours existe, mais je l'ai publié dans une plateforme libre, indépendante en France. Je veux dire que oui, bizarrement, les médias, même en France, ils supportent les, les mainstream des gouvernements. Donc, si pour la France, Syrie, c'est un pays de dictature, même dans tous les articles sur ce pays, on doit critiquer le gouvernement. Et même je suis d'accord que Assad est un dictateur, mais mon article était tellement différent de cette idée et j'ai pas voulu jouer dans un sorte de propagande. Même peut-être c'est un propagande positive si ça peut être exister, bien sûr. Et donc, Donc, pardon, oui, Evdokia, ce que vous déplorez, c'est que malgré l'angle du traitement de l'information que vous avez choisi pour éviter que oui, cela soit censuré, mais vous êtes retrouvé finalement face à un refus de ce média de oui. publier votre information qui n'avait rien à voir avec la vie du dictateur. Mais même lorsqu'on parle du dictateur ou de dictature, là encore, il faut qu'on comprenne qui finalement est dictateur fréquentable ou qui est dictateur infréquentable, parce que on voit bien les tapis rouges se dérouler devant j'allais parler de ABS, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'Arabie Saoudite. Le monsieur du Oui, Qatar, il n'y a pas longtemps, là, à Paris, il a été reçu sur un oui, tapis rouge, alors que tout ce monde-là, oui, exactement. la Chine, on nous parle d'une dictature, mais n'empêche que finalement, quand on retrouve le président français visité, par exemple, voilà, le dictateur de la Chine. Bon, bref, ce n'était qu'une parenthèse. Et donc, par rapport à Donc, votre article, ces médias oui, vous ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas le diffuser oui. parce que Oui, si j'ai bien compris, il y a les listes des sujets et il y a les formes sur quelle forme ça doit être publié. Si c'est un sujet qui est lié en série, il y a certains schémas qui doivent être distribués. Donc, c'est une sorte de censure, bien évidemment, en France, dans les pays de liberté d'expression. alors, Sébastien, est-ce qu'à ce moment-là, on peut continuer encore à parler de la liberté de la presse finalement? Est-ce qu'elle alors existe? non, dans la mesure où on vous impose certains sujets et on vous impose de les traiter d'une certaine manière. Donc là, Evdokia parlait de ce cas au niveau de la Syrie. J'avais une autre amie journaliste qui a rencontré le même problème. Elle était une ancienne journaliste pour Le Monde qui avait participé à une émission sur la Syrie pour France 2. Et c'était une émission qui avait une approche objective de la problématique. C'est ce qu'on est en droit d'attendre de la part de journalistes professionnels et compétents, d'être objectif. Or, c'est ce qui lui avait été reproché justement d'être trop objective et elle avait été totalement attaquée par son de la profession. Et ouais, le souci, elle était même pour les malades, tout ça. Donc, ça montre que il y a voilà, il y a une comment dire, il y a une approche officielle que la plupart des grands médias suivent. Et c'est exposé à de gros problèmes. On peut plus aujourd'hui être objectif, il faut forcément aller dans le sens voilà, de l'idéologie voilà, officielle de l'État. On l'a vu hein, dans le cas de la Syrie.
Et il y a également des éléments de langage à sortir. Donc, par exemple, lorsque vous parlez de Bachar al-Assad, il faut dire le régime de Bachar. Ce serait en Oui. gros aussi de dire le régime de Macron. Hein, mais voilà, donc voilà, on est plus vraiment dans de la communication que dans du journalisme. En fait, hein. Ça en a tous Finalement, les contours. finalement, les médias, les mainstream, j'allais dire, ont basculé vers la communication. On ne fait plus du Oui. journalisme, et c'est le constat que tout le monde est en train de faire aujourd'hui. Mais votre choix, d'abord, le statut de journaliste indépendant, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pour échapper à toutes ces règles, c'est-à-dire à cette dictature des médias. Oui, tout à fait, oui. Donc, moi, dans mon cas, donc, comme je l'ai dit, au départ, j'étais plus dans la recherche universitaire. Ensuite, donc, j'ai été approché par une revue de la presse écrite. Et j'avais un statut, oui, un statut indépendant qui me permettait d'écrire, voilà, ce que je voulais, mais des choses de manière objective, sans qu'une ligne me soit imposée. En fait. Donc, cette revue, c'est une revue indépendante qui n'est pas liée à un grand holding ou à Bolloré et compagnie. C'est une revue publiée au niveau à l'échelle nationale, hein, mais qui est indépendante, enfin, qui est toujours d'ailleurs, qui est indépendante. Et voilà, cette approche-là, pour moi, c'est de manière idéaliste, c'est ce que doit être le métier de journaliste, c'est de présenter les faits de manière objective et voilà, sans que notre propos, notre approche ne soit dictée par tel ou tel pouvoir, hein, qu'il soit politique ou économique ou autre. Bon, aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller contre ça. Alors, Evdokia, est-ce que le basculement, évidemment, de ces médias vers la communication, nous l'avons dit tout à l'heure, est Oui. dû à l'influence qu'exercent les patrons de ces médias, parce que de plus en plus, ces médias appartiennent à des milliardaires qui, parfois, dictent la ligne éditoriale, s'il faut le dire comme ça. Est-ce que c'est dû à cette influence-là? Oui, bien sûr, et c'est aussi affilié avec les productions de l'arme, par exemple. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a vu récemment, euh, le support de l'Ukraine, le support qu'il a reçu, le support énorme. Et je suis très contente pour ce pays parce que dans ce conflit-là, je suis sur à côté d'Ukraine, mais quand même, on peut constater que cette décision a été faite par l'influence des médias et par les schémas comme les conflits russe-Ukraine étaient couverts en médias américains et aussi avec les lobbies de grands producteurs d'armes qui sont toujours souvent les mêmes personnes qui sont les propriétaires des médias principaux. Donc, c'est Alors, ça le conflit récent, c'est ça l'exemple récent qu'on a vu sur les yeux de tout le monde. Donc oui, bien sûr, c'est beaucoup lié avec les questions, comment dire, économiques. c'est beaucoup lié aux questions économiques, vous avez dit. Alors, Sébastien, est-ce que vous pensez que c'est un vent qui finalement va passer après, naturellement, à la fin de la guerre? On estime bien qu'il pourrait intervenir, je sais pas moi, dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, les journalistes pourront retrouver finalement la liberté de la presse, ou bien c'est quelque chose finalement qui existe depuis longtemps, mais que nous sommes en train finalement de découvrir cette obstruction à la liberté de la presse. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est devenu vraiment structurel. Hein. C'est les liens voilà, entre les pouvoirs économiques, comme il y a le complexe militaire industriel et la presse. Les liens sont Donc tellement ça n'a organiques. rien à voir, ça n'a rien à voir avec la guerre. Oui, en temps de guerre, évidemment, les libertés sont beaucoup plus restreintes. Hein. On l'a vu suite à donc la guerre en Syrie et les attentats qu'il y a eu en France. Il y a eu des lois d'exception. Donc effectivement, là, les libertés sont beaucoup plus restreintes. Mais de manière générale, pour moi, il y a quelque chose de vraiment de structurel. Tant que les médias seront aussi liés à certains pouvoirs économiques et politiques, il y aura des soucis quant à la liberté d'expression et d'opinion, liberté de recevoir, communiquer des informations. Clairement, il y a des intérêts financiers, politiques en jeu
Ce sera c'est beaucoup trop compliqué pour les médias d'exercer dans ces conditions. Alors, on va terminer donc notre émission par cette dernière question. Je crois vous l'avoir déjà dit. New York Times, par exemple, un célèbre journal connu de tout le monde. Curieusement, la rédaction de New York Times a enjoint ses journalistes à ne pas utiliser certains termes, par exemple génocide. Là, nous sommes dans la couverture de ce qui se passe à Gaza, bien entendu, la guerre menée par l'armée israélienne. Et donc, ce journal a interdit à ces journalistes, la rédaction bien sûr, d'utiliser un certain nombre de termes, génocide, nettoyage ethnique ou territoire occupé, alors que tout cela est reconnu au niveau de l'ONU, donc les Nations Unies. Et c'est une forme de censure exercée au niveau de ces médias. Et ma question pour terminer, et chacun de vous va réagir, c'est de nous dire quel est l'avenir, j'allais dire, l'avenir du journalisme face à toutes ces pratiques, l'avenir du journalisme Ah, et de la liberté de la presse? On peut commencer par Evdokia. c'est une bonne question. À mon avis, oui, c'est très possible que le journalisme ne sera pas existé. Ça sera déplacé par les médias sociaux, mais encore avec beaucoup de problèmes parce que les médias sociaux ne sont pas les meilleurs chemins pour distribuer les vérités et l'information. Mais c'est vrai que les grandes crises des médias mondiaux et parce que les médias commencent à travailler avec les grands propriétaires ou c'est le gouvernement ou c'est les milliardaires. Mais au moment qu'un média commençait à supporter les intérêts de quelqu'un, c'est la fin du journalisme, c'est les communications de presse comme vous avez dit tout à l'heure. Sébastien, l'avenir des médias, j'allais dire, des journalistes. Quand je parle de journalistes, je fais allusion au journalisme professionnel qui respecte la déontologie journalistique. Quel avenir? Alors moi, je pense qu'il va y avoir un fossé de plus en plus large qui va se poser entre donc, les grands médias officiels, donc qui sont, comme j'ai dit, qui ont des liens organiques avec les pouvoirs divers et variés, et un journalisme plus, comment dire, citoyen, plus plus proche des gens. Oui, de toute façon, la population finira de moins en moins confiance en les grands médias. Il y aura cette autonomie qui existe déjà, mais je pense qu'elle va s'affirmer de plus en plus à l'avenir. C'est une bonne chose. Merci Sébastien Gédépart, merci Evdokia d'avoir été avec nous sur TLR TV R7 et débattre de la question sur la liberté de la presse qui pose de plus en plus problème. Il y a également aussi le droit à la contradiction qui semble aujourd'hui être qui souffre. Voilà, on ne peut plus contredire, sinon au risque même d'être traité de complotiste et de tous les mauvais noms d'ailleurs, on est en train de le constater, ou d'être banni carrément des plateaux de télé. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur les situations que vous vivez maintenant, notamment les pressions de partout, à cause du travail que vous êtes en train d'exercer. Merci une fois de plus d'avoir été disponible pour nous et pour nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à la très prochaine. Mais bien avant, portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup. C'est moi Merci, à qui vous bientôt. remercie.